Très bien. Donc, on me dit combien de temps? C'est parfait. Donc, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle chez DataStax l'Operational Data Layer, justement en termes de positionnement par rapport au système traditionnel de base de données, de stockage. Voilà. Et donc, cette couche d'accès va nous permettre d'offrir des capacités qui vont nous permettre d'aller vers une amélioration des systèmes dans la direction de la transformation digitale. Donc, tout d'abord, moi, Vincent Poncet, je suis Solution Engineer, c'est-à-dire avant-vente chez DataStax depuis un peu plus de 2 ans. Donc, DataStax, c'est un éditeur logiciel qui fournit DataStax Enterprise, qui est une base de données NoSQL avec tout un ensemble de fonctionnalités. Cette société a été créée en 2010, un peu plus de 450 employés, siège à Santa Clara dans la Silicon Valley, des bureaux à Paris, Londres, Berlin, Sydney, Tokyo. Euh, donc voilà. Donc l'enjeu de la transformation digitale, c'est-à-dire l'évolution des business process afin de fournir une meilleure expérience, une meilleure efficience et de nouveaux services à travers un usage innovant des outils numériques et évidemment tout cela centré autour de la donnée. Alors pourquoi? Parce que à cause des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les digital native companies, comme les Netflix, Airbnb, etc., qui ont effectivement modifié les marchés sur lesquels ils sont intervenus par un usage innovant et extensif des données afin d'offrir une expérience utilisateur innovante qui ont fait la différence évidemment sur le marché. Donc le type de technologie qu'ils ont mis en œuvre, évidemment, aujourd'hui, ont modifié les attentes des utilisateurs et donc toute entreprise, afin d'être compétitive, donc soit compétitive vis-à-vis de ses compétiteurs historiques ou alors vis-à-vis de ces nouveaux entrants, euh, eh bien en fait doivent s'adapter au niveau attendu, fixé par ces nouveaux acteurs en termes d'expérience utilisateur et donc de services rendus. Donc nous avons résumé en termes technologiques les éléments clés qui sont nécessaires pour répondre à ces nouveaux besoins. Donc premièrement, ce qu'on va appeler contextuel, c'est-à-dire quand je fais une interaction avec un service, la réponse de ce service doit être contextuelle, c'est-à-dire prenant en compte ce que le système, les interactions passées, les commandes passées, donc je ne veux pas avoir à naviguer à travers des multitudes de menus, je veux avoir un système simple qui va me fournir une réponse adaptée. Always on, donc continuellement disponible, ça veut dire que le système doit être toujours disponible. Vous savez, la traditionnelle application bancaire qui est indisponible entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, évidemment aujourd'hui c'est de plus en plus inacceptable parce que les Google, parce que les Facebook, etc., qui ont fixé ce niveau d'attente. Temps réel, quand je pose une question, quand je clique ou quand je interagis avec un système, je veux une réponse extrêmement rapide. Euh, les systèmes qui mettent des secondes à répondre, c'est évidemment encore une fois de plus en plus insupportable. Distribué au sens géographique du terme, je vais pouvoir accéder à mes services où que je sois dans le monde. Donc évidemment, la contrepartie technique à ça, c'est avoir des systèmes qui soient distribués géographiquement aussi. Et enfin, scalable, donc la capacité à monter à l'échelle. Tous ces critères-là, qu'il y ait un utilisateur sur un système ou qu'il y ait 10 millions d'utilisateurs concurrents, c'est pas mon problème en tant qu'utilisateur. Je veux que ça me réponde, que ça marche toujours. Je veux que ça me réponde rapidement, où que je sois. Et puis toujours encore une fois, la réponse adaptée. Donc en termes de, on va maintenant parler plus en termes de pattern d'architecture. J'ai mes systèmes existants. Donc première question, exposer des données existantes. J'ai mes systèmes existants, mainframe, legacy, applications patrimoniales. Je veux les exposer à travers des nouveaux services, aussi à travers des API, parce que les écosystèmes économiques sont de plus en plus basés sur des API, des échanges multi-acteurs. Et donc, je dois répondre à ces enjeux. Continuellement disponible,
c'est la scalabilité et la basse latence. J'ai rajouté les capacités moteurs de recherche, parce que à cause de Google, Facebook, eh bien, les personnes veulent taper quelque chose et avoir une réponse. C'est fini, les menus, etc., on en veut toujours, mais on veut d'abord taper quelque chose et avoir une réponse adaptée. Multimodèle. Alors multimodèle, c'est dans la façon de représenter les données, de les modéliser. Il y a plusieurs approches. Vous avez sans doute entendu parler de clés-valeurs, de tabulaire, une table, de documents, de graphes aussi. Toutes ces approches ne sont pas substituables. En réalité, elles sont optimisées pour un usage spécifique de la donnée. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est apporté qui a été sous l'innovation des grands acteurs du net, parce qu'ils ont été les premiers à être confrontés à des volumes de données qui étaient jusqu'alors inconnus. Pour avoir un système performant à l'échelle, je dois physiquement stocker la donnée d'une forme qui est la plus proche de la façon dont elle va être requêtée. Donc la capacité multimodèle, c'est la capacité à représenter les modèles selon différentes modélisations physiques afin d'être toujours optimisé, plus performant pour répondre à mes différentes natures de besoins. Donc une première approche, c'est d'exposer les, euh, les, euh, les données à travers des API Gateway, par exemple. Aussi, donc en termes de fonctionnalité, on va rajouter un moteur de recherche. On va peut-être rajouter même une autre, un autre, une autre représentation des données. Mais le problème, c'est s'appuyant sur les systèmes existants, je ne réponds pas à la question, je suis toujours dépendant de la disponibilité, de la performance des systèmes existants. Et puis ensuite, j'ai considérablement complexifié mon architecture, j'ai multiplié les systèmes et donc les risques d'interdépendance et de défaut. Donc notre approche que nous mettons en œuvre chez un grand nombre de clients, donc dans cette dimension exposée des données existantes pour fournir à des nouveaux services, c'est ce qu'on va appeler cette couche en termes de composants d'architecture Operational Data Layer, qui va avoir, pour répondre à ces enjeux-là, qui est basé sur une base de données distribuée. Distribuée pourquoi? C'est-à-dire qu'il s'installe sur plusieurs machines. Donc ça, encore une fois, c'est un apport des géants du net qui, contrairement à l'approche traditionnelle de la résilience qui est je vais prendre des machines de plus en plus puissantes et aussi de plus en plus redondées pour pouvoir en fait réduire le taux de panne, et donc des machines qui vont coûter de plus en plus cher, même si ultimement la panne, on ne peut pas la réduire à zéro. Eh bien l'approche qui a été faite par ces géants du net, ça a été de dire les pannes hardware, c'est la vie de tous les jours, et donc c'est à la couche software d'être designé pour pouvoir être tolérant à la panne de couche hardware. Donc le bénéfice de la distribution est de plusieurs ordres. Distribuer pour répartir les données, pour répartir la charge, donc pour scaler. D'autre part, pour être résilient à la panne. Enfin, comme je peux m'installer sur autant de machines que je souhaite, j'ai plus besoin d'acheter des énormes machines qui ont un rapport performance-prix qui est forcément décroissant. Parce que dans la dimension des machines, le rapport performance-prix, il est décroissant en réalité. Donc la scalabilité, c'est un enjeu de performance, mais c'est aussi un enjeu économique. Si demain je dois avoir 2 fois plus de clients, 2 fois plus de commandes, si mon système me coûte plus que 2 fois plus cher, j'ai un problème économique. Donc la scalabilité, c'est aussi un problème économique. Donc avoir un système complètement scalable qui me permet de m'installer sur des machines qui vont correspondre à un optimum performance prix. En termes de capacité, je dois fournir aussi ce moteur de recherche embarqué parce que là, de nouveaux usages en sont dépendants, et aussi la capacité native de support de modélisation des natures différentes de modélisation physique, donc on va appeler multimodèle, donc tabulaire, graphe, clé-valeur, JSON, document. Donc en mettant cette couche, je vous donne un exemple, je travaille donc avec une grande banque qui refonde son application bancaire pour répondre à ces enjeux-là, parce qu'il y a la compétition des fintech, parce qu'il y a PSD2 qui arrive, eh bien, il faut à la fois lui fournir une nouvelle ergonomie, il faut qu'elle soit toujours disponible, il faut qu'elle ait des très bas temps de latence, et aussi on va enrichir en termes d'ergonomie.
capacité à catégoriser ses dépenses, prévision budgétaire, etc., etc. Donc, une banque traditionnelle, elle est forcément obligée d'aller vers des systèmes de plus en plus interactifs et donc qui ont besoin de cette couche qui va lui permettre de supporter ces services. Pour les systèmes internes, c'est exactement la même approche d'architecture parce que les applications des employés, les employés aussi, en tant que particuliers, utilisent des systèmes très innovants, très interactifs et en général disposent de systèmes très archaïques en tant que système interne. Donc la refondation des systèmes internes, typiquement refaire un CRM pour améliorer la vue 360 clients, tout genre de questions, c'est aussi des enjeux sur lesquels je travaille avec mes clients. Et donc, pareil, il faut refonder sur cette brique technologique qui va m'offrir les capacités attendues. De l'autre côté, la capture de nouvelles informations. Donc, assez traditionnellement, les informations capturées, donc stockées, étaient celles de nature soit de référence, typiquement un catalogue produit, ou alors de transactionnel, une commande. Pour améliorer la connaissance client et pour aussi fournir des réponses de plus en plus adaptées, donc contextuelles, eh bien, il faut que je capture le maximum d'informations de la nature des interactions. Donc typiquement un clic, une voiture connectée, une maison connectée. Si on est dans un autre domaine, par exemple plus IoT, capturer toutes les métriques de toutes mes machines dans une usine, etc. Donc là, les échelles, les facteurs d'échelle sont de l'ordre d'un rapport 1000. Pour une commande faite, imaginez combien il y a de clics ont été faits sur, par exemple, un système avant d'aboutir à une commande. Donc, on est dans des facteurs d'échelle qui sont sans commune mesure. Donc là où des systèmes pourraient gérer un volume transactionnel, gérer en fait un volume qui est 1000 fois plus grand, donc par exemple potentiellement à terme des millions d'écritures par seconde, eh bien évidemment les systèmes traditionnels ne peuvent pas les absorber ou avec des complexités qui deviennent relativement ingérables. Donc là encore une fois, cette couche, elle va me permettre d'ingérer un volume illimité d'écriture parce qu'elle est basée sur une base de données distribuée. Donc j'ai besoin de plus de capacité d'ingestion, on ajoute des machines. Logiquement, c'est un seul cluster. Et encore une fois, il faut ça en continuité de service et en basse latence. Maintenant, si je stocke, c'est pas uniquement pour le plaisir de stocker. On a dit que c'était pour répondre à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc il me faut une capacité d'analytique dans le flux. Donc ça substitue pas à l'analytique traditionnelle de type data warehouse. Là, on va être dans ce qu'on va appeler l'analytique opérationnelle, le streaming analytics, il y a plusieurs vocabulaires. D'ailleurs, en termes d'analyste, Gartner parle de hybrid transactional analytical platform. Forrester parle de plateforme translytics. Donc c'est bien un enjeu qui vise à marier, à enrichir des plateformes opérationnelles avec de l'intelligence, donc de l'analytique, pour fournir un service plus adapté. Donc, cette plateforme, elle doit avoir ses capacités d'ingestion, mais aussi de traitement en temps réel pour pouvoir fournir de l'analyse en vue de fournir une réponse adaptée. Donc, par exemple, donc si je fais une chaîne de traitement de données orientée interaction, donc contextuelle, c'est-à-dire j'ai un événement et je dois faire une réponse. Donc, on va à une réponse intelligente. Donc, je vous donne quelques exemples. Recommandation de produits, personnalisation, maintenance prédictive, détection de fraude. Ces sujets-là, d'un point de vue métier, sont complètement différents, mais d'un point de vue data processing, sont extrêmement similaires. Derrière, on imagine bien qu'on va utiliser des scorers, donc des technologies de machine learning. Mais là où le machine learning orienté batch va me permettre d'accumuler une grande masse de données, de créer un modèle pour apprendre afin de faire un modèle de prédiction et ensuite de lire sur les nouvelles données, mais sur les données stockées à Trest, quoi. Eh bien, là, la différence, c'est que si je veux le faire dans le flux, mon modèle, pour pouvoir s'exécuter, il ne lui suffit pas l'événement courant. Genre, un événement courant, c'est une localisation, un point de données de capteur, un clic. Ceci n'est pas suffisant pour dire je vais faire une prédiction de vente, par exemple, ou de maintenance. Donc, il faut enrichir les données avec des données contextuelles. Donc, si j'ai des millions d'événements par seconde,
potentiellement. C'est-à-dire que j'ai des millions de lectures par seconde vers ce stockage qui gère les données contextuelles, qui me sert à enrichir l'événement et qui va me permettre de faire un scoring, une prédiction, afin de prendre une décision. Recommander un produit, personnaliser une bannière, bloquer une opération bancaire, etc., etc. Ensuite, je vais réécrire en retour l'événement et sa décision afin d'enrichir le système contextuel, toujours pour répondre à cet enjeu de contextualité. Donc tout ça, c'est encore une fois continuité 100%, scalabilité complète et réponse. Tout ça, ça doit être fait en millisecondes. Quand je présente ces choses-là, souvent on parle, oui, mais par rapport au data lake, parce qu'il y a certaines notions qui ont l'air similaires. Alors d'un point de vue physique, la façon dont les données sont organisées, encore une fois, on va vraiment dans le stockage. La représentation physique des données est optimisée pour un usage. Par exemple, dans le data lake, on va stocker du log, donc des fichiers non structurés. On va aussi stocker des données orientées format colonne pour en optimiser les usages de type analytique, pour faire une refondation de data warehouse, par exemple. Dans la couche opérationnelle, l'enjeu, c'est fournir une fiche client, une fiche produit, insérer une commande, etc. Donc là, on est sur des représentations physiques de type ligne et surtout une modélisation de données qui est orientée dénormalisée. Parce que le plus rapide d'accès, c'est passer par des données qui sont structurées pour un usage, c'est-à-dire concrètement à l'échelle, la jointure, elle est complètement prohibitive en termes de temps de réponse. Et elle ne scale pas une jointure. Donc il faut dénormaliser. C'est ce que font les Twitter, les Google, etc. Alors que de l'autre côté, on va avoir soit des logs, il y a des schémas de fichiers, soit des modélisations classiques BI type Star Schema ou autres. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est d'un côté, le système opérationnel est optimisé pour avoir un grand nombre d'utilisateurs concurrents qui chacun vont lire très peu de données, mais avec une exigence de très basse temps de réponse, de latence. De l'autre côté, j'ai peu d'utilisateurs, les data analysts, qui chacun vont lire un énorme volume de données. Et donc, l'enjeu, c'est le throughput, combien je lis de gigaoctets secondes. Mais les enjeux métiers, qu'ils soient Customer 360, recommandations, personnalisation IoT, en réalité, ils ont une patte des deux côtés. Je veux à la fois, dans une approche Vision 360, offrir une couche de service, fournir des profils utilisateurs. De l'autre côté, je veux aussi faire de l'analytique. Si je suis dans la recommandation IoT, etc., j'ai un enjeu d'ingestion temps réel, mais j'ai aussi un enjeu d'analytique, de machine learning. La phase learning du machine learning est plutôt dans la couche analytique pure. Le scoring en mode batch, il est plutôt dans la couche analytique pure, type data lake. Mais si je veux faire du scoring temps réel, c'est plutôt dans la couche opérationnelle. Donc les deux travaillent en synergie. Je vous donne un exemple, Netflix. Eh bien, la couche opérationnelle, c'est ce qui va servir votre profil, vos recommandations matérialisées et qui va ingérer vos clics. Et la couche analytique, c'est ce qui va calculer les recommandations et qui ensuite vont être persistées en retour dans la couche opérationnelle pour les fournir à la couche qui va servir les applications, l'application de Netflix. Donc évidemment, tout ça, il y a des couches transport de données, classiquement CDC, message queuing, streaming, etc., qui interagissent avec les systèmes existants, mainframe, ERP, et les sources un peu plus innovantes, type les clics, les capteurs, etc., etc. Donc en termes de présence marché, on est fondamentalement, structurellement une database, donc on n'a pas de use case en particulier. On va retrouver de la vue 360, on va retrouver des systèmes de commandes, on va retrouver des systèmes de gestion d'inventaire, on va retrouver des catalogues produits. Les usages sont a priori pas de limite, hein. On est à la base une database. Donc, DataStax Enterprise, c'est basé sur Apache Cassandra, qui est une base de données open source distribuée, NoSQL, et sur laquelle on a ajouté des fonctionnalités. On a ajouté un moteur de recherche intégré, on a ajouté une couche analytique, on a ajouté une couche aussi file system, on a ajouté une couche base graph, donc graph distribué. Hein, on est toujours dans cette approche scalabilité, disponibilité continue. Avec donc j'en viens à DataStax, l'architecture de DataStax Enterprise, basée sur Cassandra, donc base de données NoSQL, dite sans maître. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des systèmes distribués, donc la distribution encore une fois, c'est j'ai une base de données, un système logique qui est réparti sur un nombre de serveurs physiques, mais je le manage comme un système unique. Mes enregistrements vont se retrouver dispatchés sur un certain nombre de serveurs. Ils vont aussi être répliqués, donc la même ligne de base de données va être sur plusieurs serveurs pour être tolérant à la panne d'un serveur.
les lignes ont une localité. Donc quand je veux lire une fiche, Vincent, eh bien, la requête, faut qu'elle tombe sur le serveur qui possède bien la ligne Vincent. La plupart des systèmes distribués reposent sur une architecture dite maître-esclave, c'est-à-dire il y a un maître qui est un peu la table des matières qui dit tel enregistrement se trouve à tel endroit ou tel groupe d'enregistrement se trouve sur telle et telle machine. Le problème, c'est que quand ce serveur tombe, le système est indisponible. Alors pour résoudre à cela, tous les systèmes maîtres-esclaves, eh bien en fait vont fournir des maîtres secondaires, euh, vont aussi dire que donc il va falloir faire une élection de leader. Donc ça passe par exemple Zookeeper dans le monde Hadoop avec les name nodes. Ça peut être d'autres protocoles type Raft pour la haute disponibilité dans Neo4j. Enfin bref, il y a tout un tas de modalités, mais qui fondamentalement disent je fais un heartbeat, je check est-ce que le maître il est là, et s'il ne répond plus, eh bien je donne la main à une autre machine. Pendant ce temps-là, pour détecter qu'une machine n'est plus disponible, le système dans sa totalité n'est plus disponible. Alors en tout ou partie, ça peut être une partition de données ou la totalité du système selon les architectures. L'approche orientée sans maître, elle est tout simplement sur une astuce assez simple. Une ligne, elle est forcément un identifiant unique, une clé primaire. Cette clé, on va la passer à travers un algorithme de hachage. Et ensuite, au sein d'un cluster, les serveurs vont être responsables d'un range de hash. Donc, la distribution des données est déterministe. Ce faisant, nous n'avons pas besoin de maître. Donc, on est vraiment une architecture distribuée dite sans maître. C'est-à-dire que tous les serveurs dans le cluster ont le même rôle. Il n'y a pas de rôle privilégié. Ça veut dire aussi que comme le placement des données est déterministe, le driver lui-même que vous embarquez dans votre application, il peut calculer ce placement. Je prends l'ID, je calcule l'algorithme de hash, et j'ai la table de correspondance entre les ranges de hash et les serveurs. C'est pas plus compliqué que ça. Résultat, j'ai vraiment une disponibilité continue, parce que si un serveur tombe, une requête peut rater en timeout, c'est pas grave, on peut relancer la requête sur un autre serveur qui possède la donnée. D'autre part, dans le cadre de la disponibilité continue, nous supportons nativement des déploiements multisites, c'est-à-dire que non seulement les données sont répliquées au sein d'un site, mais en plus, les données sont en totalité répliquées sur différents sites. Dans l'exemple que nous avons là, nous avons 4 sites, dont un dans le cloud. Donc on supporte aussi des déploiements multi data center on-prem ou dans le cloud ou hybride, voire multi-cloud. Il faut juste que d'un point de vue IP, tout ça, ça soit accessible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est totalement tolérant à la panne d'une machine, même d'un site. Et que les requêtes automatiquement vont être redispatchées vers les serveurs disponibles. Je donne l'exemple Netflix. Leur infrastructure est installée sur Amazon, dans un grand nombre de zones Amazon, pour plusieurs raisons. Être tolérant à la panne, parce que des data centers Amazon ont aussi des problèmes. Il y en a à peu près une fois par an, quand on regarde en globalité. Netflix n'a aucun problème, parce que même si un data center Amazon a des problèmes, eh bien les requêtes repartent ailleurs. Et d'autre part, se rapprocher des utilisateurs. Dans des business models mondiaux, eh bien, faut se rapprocher des utilisateurs pour réduire la latence réseau. On est toujours contraint par la vitesse de propagation dans les réseaux, ultimement de la lumière. Euh, un autre bénéfice de l'architecture masterless, c'est que la performance de lecture et d'écriture de mon système, c'est tout simplement la performance d'une machine multipliée par le nombre de machines. Et ça, à des échelles assez importantes, parce que nous avons des clients en production à 1000 serveurs, et qui ont vraiment la performance d'un cluster de 1000 serveurs, c'est la performance d'un serveur multiplié par 1000. Comme je vous l'ai dit aussi, la scalabilité au sens économique, optimiser le hardware pour avoir le meilleur ratio performance-prix, parce que j'ai pas besoin d'acheter de grosses machines, je peux utiliser l'optimum performance-prix et multiplier les machines. Donc, encore une fois, cloud on-prem, hybride ou multi-cloud. Donc la question de la scalabilité linéaire, Netflix est un très grand utilisateur de la technologie, mais aussi Apple. La plupart des services Apple tournent derrière sur du Cassandra. Donc Siri, catalogue iTunes, etc. Donc aujourd'hui, Apple a plus de 200 000 serveurs faisant tourner Apache Cassandra. Et les clusters les plus gros sont de l'ordre de 1000 serveurs. Netflix, qui utilise l'édition DataStax Enterprise, donc en 2011, ils ont fait un graphe de scalabilité montrant les performances d'écriture en fonction du nombre de serveurs. Les chiffres à proprement parler importent peu parce que ça date de 2011, donc sur du hardware plus ancien et sur une version logicielle beaucoup plus ancienne que l'actuelle. Mais l'intérêt ici, c'est que c'est une droite parfaite.
Donc, en termes de prédictibilité business, demain j'ai 2 fois plus de commandes, 2 fois plus d'interactions, je rajoute des serveurs. Et alors là, le point c'est que ajouter des serveurs, ça se fait à chaud, sans impact sur l'application. Les données se rebalancent, se redistribuent automatiquement. Rajouter un data center, ça se fait à chaud. Donc ça, c'est, j'anticipe les questions, les points de résilience, mais aussi les upgrades. D'ailleurs, j'ai anticipé ce slide. Disponibilité continue. Un node est tombé, la database n'est pas impactée. Un data center est tombé, la database n'est pas impactée. Faire une upgrade, ça se fait à chaud. Donc on supporte les mécanismes de rolling upgrade. Ajouter des nœuds aussi, ça se fait à chaud. Donc on est vraiment par ce mécanisme masterless multisite, attention, actif. Hein. Je peux lire et écrire partout en même temps. C'est pas le site de secours avec une bascule, etc. à l'ancienne. C'est complètement actif. Donc tous ces mécanismes-là m'apportent une capacité qu'on va appeler de disponibilité continue, qu'on va opposer à haute dispo, parce que derrière ce vocabulaire de haute disponibilité, il y a sous-entendu quelque chose d'actif, et puis un secours, une bascule en cas de panne. On n'est pas du tout dans ce genre d'architecture. Complètement actif, continu. Donc DataStax Enterprise, basé sur Apache Cassandra, mais qui va l'enrichir par un nombre de fonctionnalités qui sont l'intégration d'un moteur de recherche complètement intégré à la base de données, basé sur Solaire, l'intégration d'une couche analytique avec Spark, qui m'offre les capacités traitement à grande échelle, analytique, streaming, machine learning, l'intégration d'une couche graph dans la database, qui est donc une base graph distribuée, donc scalable et résiliente. Aussi la partie file system distribué, et puis assez classiquement en termes d'enrichissement de fonctionnalités par rapport au l'open source, des outils de management, de monitoring, de la sécurité d'entreprise. Donc, pour résumer, DataStax Enterprise. Donc, je rappelle les différents use cases. Exposer de la donnée existante en diminuant, j'ai oublié de l'en parler, mais la charge sur le legacy, parce que si j'ai un système qui m'absorbe la plupart des lectures, évidemment, on sait très bien que 90, 95, voire 99% des usages sont de la lecture. Et bien tout ça, ça veut dire réduction de workload sur le système existant. J'ai par exemple, donc l'exemple dont je vous parlais, système de consultation ou d'interaction d'opérations bancaires à travers les apps qui historiquement tapaient dans le mainframe. La simple réduction des coûts de MIPS a complètement payé le projet. Et tout ça avec, évidemment, c'était pas l'enjeu premier. L'enjeu premier, c'est fournir de nouveaux services, des systèmes plus rapides et avec des meilleures interactions utilisateurs, plus contextuelles, intelligentes et continuellement disponibles. La question de l'ingestion des données à l'échelle avec l'analytique streaming, donc online, et puis le troisième use case, le troisième pattern qui était donc le scoring temps réel, qui nécessite d'avoir une base temps réel continuellement disponible pour pouvoir faire l'enrichissement des événements, pour pouvoir tout simplement calculer la prédiction. Donc DataStax Enterprise, en tant que stack, peut répondre à ces différents patterns. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Poncet. Y a-t-il des questions? Si oui, vous pouvez les écrire dans le chat. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de questions. Non, je ne crois pas qu'il y ait de questions. Merci à tous à Monsieur Manigeau, Monsieur Ledilly et Monsieur Poncet d'être venus faire les webinaires avec Big Data Paris aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces intervenants sur le salon Big Data à Paris les 12 et 13 mars 2018. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain dès 15h pour la 3e édition des webinaires du Big Data. Nous serons rejoints par les entreprises Cloudera, Informatica, MicroStrategy et DataIQ. N'hésitez pas à consulter le programme des webinaires sur le site Big Data Paris. Merci encore d'avoir assisté à ces webinaires aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la semaine prochaine.